monsieur, bonsoir. Monnaie numérique et banque centrale au menu de questions d'actu ce soir. Selon la patronne de la Banque centrale européenne, ancienne chef du FMI, Christine Lagarde, et je la cite, les cryptoactifs ne valent rien car ils ne sont basés sur rien et ils ne se rattachent à aucun actif sous-jacent qui pourrait apporter de la sécurité. Fin de citation. Mais quel que soit l'avenir ou le devenir de ces crypto-monnaies, les pays du monde entier se précipitent pour explorer leur propre monnaie numérique de banque centrale, plus communément appelée MNBC. Celle-ci peut être intégrée dans les politiques économiques et financières. Les banquiers centraux, en tout cas, doivent repenser les technologies qui gravitent autour des monnaies traditionnelles et leur méthode déjà d'appréhender l'adoption d'une monnaie virtuelle ou numérique. Déjà à l'heure actuelle, il n'est pas facile de définir ce qu'est concrètement une monnaie numérique de banque centrale, mais on dénombre déjà plusieurs initiatives mondiales. La Banque centrale des Émirats arabes unis, par exemple, qui a annoncé prévoir d'émettre une MNBC pour les usages transfrontaliers domestiques. La Banque d'Angleterre a déjà publié une demande de candidature pour chercher une preuve de concept pour un portefeuille pouvant contenir une MNBC. La France, Singapour ou encore la Suisse ont lancé un essai interrégional appelé Project Mariana pour leur MNBC. Et par ailleurs, c'était en octobre 2022, la Banque de Chine, qui est le pays le plus avancé en matière de MNBC, a annoncé que son yuan numérique avait déjà atteint près de 14 milliards de dollars de transactions dans sa phase pilote. Qu'en est-il du Maroc au moment où l'on vient d'annoncer que la loi qui encadre l'usage des monnaies virtuelles est prête? Pour le débat de ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir trois experts. Mohamed Kandri, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'i4Lab, directeur général de Smart Transformation, mais au-dessus de tout cela, vous êtes un passionné de technologie, conférencier international et un expert de la blockchain. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir de partager mon expérience à la maison. Marhaba, je sais que vous êtes très animé par cette ambition de partager vos expériences et d'aider à l'utilisation de solutions technologiques à haute valeur ajoutée. On va profiter de votre présence pour vous poser beaucoup de questions aujourd'hui. Nous avons également avec nous un deuxième expert en blockchain et crypto-monnaie. Vous avez certainement dû lire une de ces interviews multiples sur la presse nationale et il est l'un des rares qui ont le courage de parler de crypto-monnaie en toute transparence dans ce pays et je peux en témoigner. Badr Bellaj, bonsoir. Merci Khadija pour l'invitation, c'est un plaisir d'être avec vous. Largement partagé, un plaisir renouvelé d'accueillir, cette fois par Skype, depuis Paris, l'expert IT et télécom Khalid Ziani. Bonsoir c'est Ziani, merci de vous joindre à nous. Bonsoir Khadija, c'est toujours un plaisir d'être invité à vos émissions. Merci. Alors nous avons avec nous des experts, mais ceux qui nous regardent, pour les moins initiés, on va essayer quand même de leur faciliter la tâche en expliquant, en faisant un peu de pédagogie pour commencer, ce que c'est qu'une monnaie numérique, une monnaie virtuelle et la blockchain. Badr Bellaj. Alors c'est bien sûr le commencement de cette thématique, c'est bien sûr de débattre les concepts qui sont liés. Donc on a différents concepts, on a la monnaie électronique, on a les crypto-monnaies et bien sûr on a la technologie blockchain. Donc là, la monnaie numérique, c'est un concept qui est vague, général, qui veut dire bien sûr toute monnaie qui a une représentation numérique qui est utilisée sur des réseaux électroniques comme Internet. Mais on a la crypto-monnaie qui est en quelque sorte un cas spécial de ces monnaies numériques du fait que c'est une monnaie qui a une nature bien sûr électronique, donc il n'y a pas une présence physique, c'est juste de la monnaie numérique, mais qui a une spécificité que c'est une monnaie décentralisée, qui est gérée par un réseau décentralisé, là où il n'y a pas d'entité centrale, il n'y a pas de banque. Donc c'est des monnaies qui sont gérées par des réseaux de personnes qui se mettent d'accord collectivement en utilisant des protocoles bien spécifiques pour bien sûr gérer et générer cette monnaie-là. Donc on part d'un système classique, c'est-à-dire la monnaie standard qu'on connaît, qui est toujours gérée par une banque. Derrière, il y a toujours une banque centrale avec des banques commerciales, vers un monde où il n'y a pas de banque, où il n'y a pas d'entité centrale. Il y a des réseaux distribués où il n'y a pas de chef. Et ces réseaux-là gèrent et génèrent une monnaie électronique d'une façon décentralisée. Et ça, c'est grâce à la technologie blockchain, qui a été pour la première fois introduite par le fameux projet Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie. Et pourquoi on utilise le suffixe crypto? Parce que
d'une façon technologique, il utilise la cryptographie pour sécuriser le système et pour assurer... Qu'est-ce que vous appelez par sécuriser le système? C'est-à-dire... C'est l'un des points qui ont été soulevés d'ailleurs par beaucoup d'observateurs, et notamment cette déclaration que je citais un peu plus tôt de Madame Lagarde, directrice générale de la Banque Centrale Européenne, sur la sécurité justement de... Alors, Bitcoin, il n'y a pas quelqu'un sur Terre qui va dire Bitcoin n'est pas une solution sécurisée. Bitcoin, c'est la monnaie ou le système le plus sécurisé qui existe sur Terre. Donc, juste pour expliquer que... Bien qu'il n'y ait personne derrière. Bien sûr, parce que la technologie derrière, elle est très intéressante de fait qu'il a pu garantir la confiance sans la présence d'une entité centrale ou d'une autorité. C'est-à-dire le réseau devient le garant de la confiance au lieu d'une entité centrale qui normalement garantit la confiance, même dans la monnaie qu'on utilise. Madame Lagarde a dit que les cryptos n'ont pas de valeur normalement intrinsèque, en quelque sorte. Mais la monnaie réelle actuelle qu'on utilise, la fiat money common, n'a pas de valeur intrinsèque à accepter ou à part la garantie que les banques lui donnent. C'est-à-dire que ce n'est pas une valeur intrinsèque. Si vous prenez le dirham, vous allez vers un autre pays et il sera rejeté parce qu'il n'a aucune valeur intrinsèque. Mais normalement, c'est les banques derrière qui garantissent cette valeur. Donc je reviens pour la sécurité. Donc c'est un système sécurisé by design, c'est-à-dire son architecture, son fonctionnement, les technologies qu'on utilise font que Bitcoin c'est un système sécurisé, et c'est pour ça qu'on a dénommé toutes ces monnaies-là comme crypto-monnaies, parce que la cryptographie joue un rôle essentiel pour deux choses: pour sécuriser le système, pour la validation des transactions, etc., mais pour garantir la propriété. C'est-à-dire, si j'ai un Bitcoin dans mon wallet, personne sur Terre ne peut me le prendre directement en attaquant le système. Mais s'il joue, par exemple, au schéma classique et il va m'envoyer un lien, je vais cliquer sur quelque chose, c'est-à-dire je peux être le vecteur, c'est-à-dire la défaillance dans le système, mais le système lui-même n'est pas défaillant. C'est-à-dire on peut avoir une défaillance humaine, mais le réseau blockchain ou cryptocurrency ou Bitcoin, c'est des systèmes supérieurement sécurisés comparé à tous les systèmes. Et juste un dernier pas concernant la blockchain. Donc ce système-là opère d'une façon décentralisée. Pourquoi? Parce qu'on a une technologie sous-jacente qui, elle, garantit deux choses. Garantit la confiance, c'est-à-dire c'est un système qui décide d'une façon automatique, et ceci, bien sûr, est permis en utilisant des protocoles qui permettent d'assurer que les transactions sont validées correctement, et bien sûr, on utilise le deuxième volet qui est la duplication de la donnée. Donc la blockchain, en quelque sorte, c'est la duplication de l'information à grande échelle avec, ce qui est très important, avec un mécanisme, un protocole qui garantit le consensus commun des différents acteurs dans les réseaux. Et par conséquent, le réseau devient autonome et peut valider les transactions et aussi générer les coins. Mohamed Kandri, peut-être un complément d'information sur ce qui a été dit, notamment sur la blockchain, mais aussi, moi, j'aimerais vous interpeller. Vous avez cité, Badr beaucoup d'avantages. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à la blockchain et à ces cryptos et aussi sur cette question de sécurité, parce qu'après, ça dépend de l'angle avec lequel on regarde cet aspect de sécurité de la blockchain. Exactement. Donc, je pense que c'est Badr brillamment a fait une introduction des différents éléments. Je pense une chose que je dois mentionner, et là je vais mettre ma casquette de formation en tant que directeur d'éducation à l'Université de York au Canada pour les programmes blockchain. Il faut vraiment distinguer la technologie qui est la blockchain et l'use case qui est la crypto-monnaie, quelle que soit sa nature, sa nomination, Bitcoin, Ethereum, etc. Donc cette distinction est très importante. Et la raison pour laquelle je dis ça, parce qu'à travers mes conversations, et surtout ici au Maroc, on a cette impression qu'on est en train de réglementer la technologie, alors que la réglementation, c'est sur l'une des use cases qui est la crypto-monnaie. L'une des use cases, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Comme quoi? Il y en a beaucoup de use cases. Récemment, par exemple, on a implémenté une solution qui permet d'utiliser la technologie blockchain pour la signature électronique. Et c'est une solution qui va être installée dans 28 aéroports en Arabie Saoudite, une fierté marocaine. Donc, il y a aussi des use cases en termes de supply chain, en termes de trade finance, etc. Donc, il faut vraiment faire cette distinction.
les éléments dont M. Badra a mentionné, je pense la cryptographie, ça existe depuis des décennies. Les systèmes décentralisés, ça existe aussi depuis des décennies. Mais je pense que plus particulièrement, c'est ce mix entre ces technologies qui a fait en sorte que la blockchain donne des éléments, comme M. Badra a dit, by design, que d'autres technologies ne permettent pas d'atteindre. Le deuxième élément dont je veux vraiment mentionner, je pense que l'innovation majeure du use case de Bitcoin, c'est cette notion de double emploi. Et pour banaliser, c'est lorsqu'on parle des transactions digitales, surtout de transactions d'information, parce que en fait, Bitcoin, c'est un système de transaction de valeur, c'est que en termes de transactions d'information, par exemple, si je vous envoie un email, je garde une copie d'email, d'accord? Donc il y a une copie d'email qui est sur ma boîte email et vous recevez une copie de ce que je vous ai envoyé. En termes de transactions de valeur, on ne peut pas faire ça. Si je vous donne par exemple 100 dirhams ou 100 dollars, je ne dois plus avoir accès à ces 100 dollars, donc ça doit être instantané. Donc, mais d'où l'un des avantages justement qui a été mis en avant par tous ceux qui encouragent l'utilisation des crypto-monnaies, c'est la traçabilité, c'est l'impossibilité de tracer justement les transactions en Bitcoin. Est-ce que c'est en partie cela ou Oui, donc il y a vraiment un débat sur l'anonymat des transactions, oui. Parce que dans le contexte actuel, c'est vrai qu'au niveau du réseau, les transactions ils sont anonymes. Mais dans le contexte actuel, on doit faire appel à des organismes ou à des plateformes pour pouvoir, par exemple, acheter ces crypto-monnaies. On doit vraiment créer un profil, donner nos informations. Donc, il y a une certaine traçabilité de l'utilisateur final. Mais en termes de transactions, oui, c'est un système qui est décentralisé. Lorsqu'on parle des transactions financières en général, c'est des jeux d'écriture, d'accord ? Par exemple, si moi du Canada, j'envoie 100 dollars à quelqu'un de ma famille ici au Maroc, c'est des jeux d'écriture, c'est des correspondances entre des banques. Mais est-ce que réellement les 100 dollars que j'avais déposés pour envoyer au Maroc, il a quitté le territoire canadien? Non. Donc c'est des jeux d'écriture. Et je pense que cette sécurité que les systèmes basés à la blockchain, à savoir les crypto-monnaies, permet d'atteindre, c'est cette distribution des données. Donc ça crée une certaine résilience du système. Actuellement, si mes transactions ils sont centralisées dans un serveur d'une banque, si ce serveur est attaqué, donc peut-être le système va être cloué. Mais alors justement, une question, nous avons avec nous un expert en IT et télécom. Quelle est la chance qu'un serveur d'une banque soit attaqué, Khalid Ziani? Il y a des vulnérabilités dans tous les systèmes informatiques, y compris les banques. D'ailleurs, les banques sont sujettes à des attaques de hackers. Ils ont des parades et des systèmes de sécurité, mais il faut bien comprendre que l'avantage de la technologie blockchain, c'est que le fait que l'information soit répartie sur plusieurs milliers d'ordinateurs sur le réseau et répartis d'une manière redondante et lui confère un aspect inaltérable et non attaquable. Cette technologie-là n'est pas celle qui est utilisée par les banques. Les banques, c'est plutôt la technologie classique qui sont des bases de données centralisées dans des data centers où les systèmes de stockage sont uniques, avec bien sûr des systèmes de redondance, mais intrinsèques à chaque banque et à chaque système de stockage. Donc, ce que les téléspectateurs doivent comprendre, c'est la sécurité supplémentaire que confère la blockchain, c'est cette répartition sur plusieurs milliers d'ordinateurs sur le réseau, on appelle ça du stockage quasiment sur le réseau, d'une manière cryptée, ça veut dire qu'il faut des clés d'accès pour pouvoir lire l'information, et cette sécurité supplémentaire est supérieure à celle qui est utilisée
par les systèmes classiques, notamment utilisés par les systèmes bancaires. Donc la vulnérabilité est moins forte. Et donc les banques, ce qu'il faut aussi également dire, c'est que la technologie de la blockchain va concerner beaucoup de sujets, pas seulement les monnaies. Les monnaies, on a bien vu, ça concerne les crypto-monnaies et il va y avoir un très gros changement dans les usages et les systèmes bancaires, mais ça va concerner les actes, par exemple les actes adulaires que connaissent bien les Marocains, sont confinés dans des registres papier. La conservation foncière enregistre les titres de propriété dans des bases de données centralisées. Ces bases de données vont être amenées à utiliser la technologie blockchain pour plus de sécurité. Et donc les titres de propriété, les actes adulaires de mariage, toutes les formes d'actes, toutes les formes de titres vont être stockés d'une manière numérique sur des technologies blockchain qui offrent la plus grande sécurité sur ce niveau-là. Très bien. Voilà. Alors, et d'ailleurs, il y a déjà des transactions qui ont été faites grâce à la blockchain par de grands groupes marocains, et ce à l'international. Je voulais peut-être finir, Mohamed El Kandri, vos propos, parce que je vous ai interrompu tout à l'heure, et vous interpeller sur ce que pensent réellement les banques de ces monnaies, de ces crypto-actifs. Je peux parler peut-être du contexte international, surtout qu'aux États-Unis, il y avait vraiment une certaine inquiétude au début pour ces crypto-monnaies. Je pense que M. Badr a mentionné une chose qui est très importante, qui est cette notion d'intermédiation. Donc, lorsqu'on parle d'intermédiation, on touche au corps du métier des banques. Ah oui. Mais il faut distinguer. Le métier et bénéfice aussi. Voilà, il faut distinguer une chose. Donc, la réticence était là, et ça a du sens, parce que on est en train de toucher du corps du business des banques et l'intermédiation. Donc les banques en sortent, c'est un système d'intermédiation financier. Mais au fur et à mesure, donc, ils ont rapidement compris que c'est une technologie qui a du potentiel et qui peut aussi avoir des retombées positives en termes du line of business des banques. Je peux citer par exemple des use cases au Canada pour les systèmes de récompense. Par exemple, au Canada, aux États-Unis, lorsqu'on utilise une carte de crédit, on reçoit des points. Donc ils ont compris que c'est un élément majeur que dans la blockchain, il peut être d'utilité. Je veux juste revenir sur un point qui est aussi pertinent au niveau de l'intermédiation. Je pense que l'intermédiation, ça dépend de l'architecture du blockchain qu'on utilise. Parmi les éléments essentiels du blockchain, c'est les algorithmes de consensus. Et actuellement, on ne parle pas d'un seul algorithme de consensus, on parle de plusieurs. Donc l'algorithme de consensus, c'est la façon à travers laquelle les participants dans un réseau blockchain, ils se mettent d'accord sur l'exactitude d'informations. Et donc, il y a trois types majeurs, donc, soit en termes de système blockchain, mais aussi en termes d'algorithmes de consensus. Donc, on parle de blockchain public qui utilise un algorithme de consensus dit proof of work. Donc, il faut vraiment faire un certain travail qui est le minage pour avoir validé une transaction. D'accord ? Donc, c'est un système qui est ouvert, public, n'importe qui peut y accéder en tant cet élément de décentralisation vient du fait qu'un utilisateur, il peut à la fois être un utilisateur, c'est-à-dire avoir un portefeuille électronique et recevoir de la crypto-monnaie, mais aussi il peut être un acteur au niveau du système à travers le minage. Donc le système est ouvert. Par contre, on parle des systèmes blockchain qui sont privés. Et certainement, donc, dans les systèmes blockchain privés, c'est un algorithme de consensus à autorité. Donc on a des participants qui sont très bien connus et on donne l'autorité à certains participants de ce réseau de valider les transactions. Et c'est le modèle idéal avec celui du consortium qui est utilisé dans le domaine financier. Donc vous venez de définir un peu les parties prenantes, c'est cela? Oui. Donc, et idéalement, juste ou là, concrètement, pour avoir une idée plus réelle, quelles pourraient être ces parties prenantes? Est-ce que ça pourrait être une banque centrale? Quand vous dites ces participants, c'est qui?
Juste pour qu'on comprenne davantage. Exactement. Donc moi, je voulais vraiment mettre le point sur cet élément d'élimination d'intermédiation, ce qui est vrai dans les blockchains publics. Et c'est l'élément qui fait peur dans le contexte actuel, dans n'importe quelle industrie. Mais du coup, qui est partie prenante? Donc les parties prenantes, lorsqu'on parle des blockchains, par exemple, publics, les parties prenantes, ça peut être n'importe qui, parce que c'est un système qui est ouvert. L'accès est ouvert. Donc, pour les privés. Pour les privés, donc c'est défini selon l'architecture du réseau. Donc on vient, bien sûr, c'est pas n'importe qui peut accéder au réseau. On parle par exemple des systèmes de compensation. Donc on peut avoir un système de compensation bancaire sur une blockchain privée. On définit que c'est les banques de la place au Maroc qui vont y accéder. D'accord. Donc on ne peut pas peut-être donner accès à une autre banque ou à un intermédiaire, un individu d'y accéder. Donc là, la définition d'accès, il est restreint. D'accord. Comparé à la blockchain publique où c'est ouvert. Alors, moi, je pose cette question et j'insiste dessus parce que finalement, qui peut créer une crypto? Vous avez parlé du Bitcoin comme première crypto-monnaie. Qui peut créer une crypto? Alors, juste pour rebondir à la question blockchain, parce qu'elle est en directe liaison avec la question. Donc, il faut toujours se rappeler qu'une blockchain, c'est un réseau. Oui. C'est vraiment un réseau. C'est comme au début, par exemple, d'Internet, on avait chaque entreprise qui a son propre Internet, 2 entreprises peuvent avoir un réseau commun, et on a le réseau international qui est Internet. Donc, on a la même chose pour les blockchains. On a une blockchain ou des blockchains qui font tourner des crypto-monnaies qui sont comme Internet, qui sont globales, qui sont à l'échelle internationale, et on peut avoir une blockchain, que ce soit avec une crypto, que ce soit sans une crypto, entre un ensemble d'acteurs. Ces acteurs peuvent être des acteurs économiques, ça peut être, même ici au sein de Midi 1 TV, on peut créer Midi 1 TV Coin avec une blockchain locale et on peut l'utiliser en interne. Donc l'idée c'est que les blockchains c'est comme un réseau, vous pouvez les déployer dans n'importe quel contexte que vous voulez. Mais la liaison avec la crypto, donc le fait de créer une crypto, c'est quelque chose qui est simple. C'est-à-dire, n'importe qui peut créer une crypto. Pourquoi? Parce que ces technologies, en général, c'est des technologies open source. On en a combien accessibles. Aujourd'hui? Le nombre des cryptos, je crois, c'est 30 000 ou quelque chose comme ça. Donc, on a énormément de cryptos. Parce que c'est simple de dupliquer le projet, mais ce n'est pas simple de dupliquer l'utilité et l'envergure du projet. Par exemple, je peux prendre le code Bitcoin, le faire tourner ici au Maroc, mais ce sera un petit projet sans utilité. Or que Bitcoin, ce n'est pas que la technologie, mais c'est plus le consensus commun qu'on a, c'est-à-dire la valeur que nous, comme utilisateurs ou comme êtres humains, on donne à ce projet-là, donc ce qui fait la différence. Donc juste pour dire qui peut créer une crypto-monnaie, n'importe qui peut créer une crypto-monnaie, ça ne demande pas une technicité suprême si on veut juste dupliquer l'existant, mais si on veut innover, là oui, on a besoin bien sûr d'une compétence un peu pointue. Mais pour déployer un réseau blockchain ou pour déployer une crypto-monnaie même, c'est-à-dire on a une technologie qui est open source, qui est accessible. Et pourquoi il est open source? Il n'est pas closed source, c'est parce que c'est un élément de confiance. Et je répète, c'est un élément très important. La blockchain, ce n'est pas que la désintermédiation, ce n'est pas que la décentralisation, mais c'est que la confiance shift d'une confiance humaine ou garantie par une autorité vers un système qui lui garantit la confiance. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a un système électronique qui garantit la confiance. C'est-à-dire, si je rentre sur Bitcoin et je trouve que la transaction de la Khadija qui m'a envoyé est validée, c'est qu'il est validé. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour qu'il me dise, voilà, oui, certainement, il est valide. Pour la première fois, on a un système qui, lui, d'une façon automatique, arrive à assurer la confiance. Et que ça ne coûte rien. Ça coûte rien, bien sûr, ça dépend du contexte. Et pourquoi? Si on a un système qui garantit la confiance, dans tout le tissu économique, on a des échanges. Et à un moment donné, on a besoin de cette confiance-là. C'est pour ça qu'on a besoin de la blockchain. C'est pour ça qu'il y a énormément de hype, en quelque sorte, autour de la blockchain, parce que la blockchain a permis de résoudre un problème sauf dans l'économie en général, se faire des échanges ou des services en garantissant la confiance d'une façon automatique et sans passer par intermédiaire. Parce que qui dit intermédiaire, des coûts supplémentaires, des problèmes de sécurité, etc. Et donc, un dernier point, c'est que les cryptos sont à différents niveaux. On peut avoir une crypto-monnaie qui est décentralisée à 100%. On peut avoir une monnaie électronique comme à la classique, comme on peut avoir une monnaie qui est de banque centrale. Et juste un dernier point, c'est que le Maroc, c'est un point très important. Le
le Maroc, c'est je vais le dire, ça va en quelque sorte paraître un peu étrange, c'est un champion de la blockchain en Afrique. Et je peux dire, même aux zones MENA, au même super. Le problème qui arrive au Maroc, c'est qu'on a énormément de projets qui ont été réalisés, mais il n'y a pas la même médiatisation que font d'autres pays, malheureusement. On a des projets, un qui vient d'être médiatisé récemment, qui est énorme et qui est vraiment un exemple que les autres pays peuvent suivre. On a des entités, des régulateurs qui ont des projets qui sont très intéressants, mais il n'y a pas de communication. Je ne vais pas communiquer à leur place, mais je crois qu'on est vraiment... c'est-à-dire on ne doit pas... C'est-à-dire c'est un peu, aujourd'hui, vraiment... le Maroc est à l'ère de la blockchain. Tout à fait, je peux le certifier et les banques sont conscientes. Je rappelle juste qu'on a une très grande banque, à part du projet que j'ai cité, on a une très grande banque qui a rejoint un projet de transfert international à base de crypto sous-jacent. C'est ce que je citais tout à l'heure. Tout à fait. De crypto sous-jacent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la crypto-monnaie aussi. C'est de la crypto, mais... Oui, mais la crypto-monnaie est interdite au Maroc. Oui, j'explique pourquoi j'ai dit sous-jacent, parce qu'il y a de l'intermédiation au sein de ce réseau qui pourra faire les opérations à votre nom en crypto, c'est-à-dire que ce n'est pas une exposition directe à la crypto. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Alors, est-ce que quand vous dites que cette question d'intermédiation, que les banques vraiment, les grandes banques, ce soit internationales, comme vous le disiez tout à l'heure, le cas des États-Unis, mais aussi en Europe, les banques sont vraiment frileuses par rapport à l'utilisation du Bitcoin, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une réelle intention de s'adapter. Tout à fait. Parce que c'est une réalité. C'est comme pour les médias qui se sont adaptés à Internet, à un moment donné, au digital en général. Parce qu'au début, on ne comprend pas l'utilité de la chose, on l'interdit, on fait face, mais dès qu'on comprend l'utilité et le gain qu'on peut faire derrière cette technologie disruptive, on va bien sûr trouver un deal, un compromis. C'est ce que les banques actuellement cherchent. C'est que on a vu qu'on a une technologie décentralisée il faut se le rappeler, qu'il y a des avantages compétitifs énormes. C'est des systèmes ultra sécurisés, des systèmes rapides. J'ai l'ownership, c'est-à-dire la propriété dans ma poche. Il n'y a pas une banque qui va faire faillite. C'est-à-dire si demain je veux tirer mes bitcoins, que je n'ai pas juste pour donner l'exemple, c'est-à-dire je peux les tirer à n'importe quel moment. Il n'y a pas une banque, je ne vais pas dépendre d'une entité qui peut, par exemple, comme les banques américaines qui sont en train actuellement de s'effondrer. Donc l'idée, c'est qu'il y a énormément d'avantages concurrentiels en temps, en délai, en frais. Je peux transmettre. C'est pour ça que j'ai dit que c'était gratuit tout à l'heure. C'est la gratuité des frais de. C'est pas que gratuit, mais c'est plus compétitif que l'existant. Il n'y a pas de transfert gratuit. Mais si, par exemple, je donne des exemples, si je veux faire un transfert d'1 million de dollars, ça va coûter qu'une vingtaine de dollars. Or, que pour la banque, en oubliant bien sûr la procédure et tout ça, ça va me coûter énormément. Donc l'idée, c'est que c'est des systèmes ultra compétitifs qui sont très importants pour la jeunesse, surtout dans les pays où il n'y a pas de convertibilité, comme le cas de Maroc. C'est une monnaie globale accessible directement, c'est une devise, il faut le souligner, c'est une devise internationale acceptée n'importe où. Et donc on a une solution qui est extrêmement attractive. Donc les banques vont trouver un deal et eux, bien sûr, peuvent entrer dans la chaîne de valeur de Bitcoin comme des fournisseurs de services, par exemple des pays étrangers. C'est-à-dire tu peux faire des dépôts en Bitcoin. Je peux gérer ta wallet, par exemple. Est-ce que je peux faire des dépôts en e-euros ou en e-yuan? C'est-à-dire que moi, je faites référence au CBDC. Exactement. Le sujet d'aujourd'hui, ce sont ces monnaies numériques des banques centrales. Peut-être que j'interpelle Khalid Ziani là-dessus. C'est des crypto-actifs des banques centrales. Est-ce qu'elles ont leur place? Est-ce que on pourra éventuellement, dans un avenir proche, alors qu'on parle de dédollarisation de l'économie mondiale, de parler vraiment d'une crypto ou en tout cas de monnaie numérique qui soit échangeable dans un avenir proche, entre les banques centrales, bien évidemment. Mais vous avez raison d'ailleurs de signaler ce mouvement mondial qu'on voit maintenant vers les CBDC ou MNBC en français, les monnaies numériques de banque centrale. Qui est-ce qui conduit les différents pays à adopter ces MNBC? C'est le fait que la globalisation nécessite une interopérabilité permanente, donc une convertibilité entre les monnaies et des échanges. Le commerce mondial exige des échanges. Donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître que cette technologie de la blockchain
où est-ce qu'elle s'applique en premier? On voit d'abord c'est sur les opérations dites cross-border, donc qui sont aux frontières. Dans le cas du Maroc, le dernier accord, c'est Tangemed qui a installé un projet sur la blockchain avec une banque marocaine. C'est pour répondre à la demande internationale des acteurs qui, par exemple, transitent leurs marchandises par le port Tangemed. Et ces acteurs-là ont besoin d'utiliser des échanges, des contrats d'échange ou de paiement avec le contrat et les règles du contrat inclus dans la blockchain. Et bien, ces acteurs-là vont très très vite devoir opérer entre eux. Donc l'interopérabilité va obliger l'ensemble des acteurs à adopter cette technologie. Et c'est ce qui accélère le mouvement d'adoption, notamment par les différentes banques centrales, parce que celui qui ne l'adopte pas sera exclu. Il ne pourra pas faire des échanges. Donc c'est ce mouvement-là d'interopérabilité mondiale qui va accélérer l'adoption des monnaies numériques de banque centrale. Et il y a aussi le fait que chaque... Est-ce que cela signifierait la fin du cash? Entre autres, oui, parce que d'abord, le principe de cette monnaie, elle est numérique. On ne parle plus de monnaie papier ou de monnaie fiduciaire qui est imprimée. C'est une monnaie numérique, c'est un actif numérique qui remplace la monnaie papier. Donc, on passe forcément à l'ère du tout numérique. Et une monnaie numérique de banque centrale sera forcément, numérique, forcément convertible. Donc, le défi auquel est tenu le Maroc, c'est annoncer la création de sa monnaie numérique de banque centrale pour suivre le mouvement mondial. Faire changer les usages vers l'adoption des monnaies numériques et des transactions digitales. Donc ces deux mouvements-là, on n'y coupera pas. Il faudra. Vous pensez que c'est pour bientôt, Khalid Ziani, vous qui connaissez bien le Maroc Oui, on voit bien que le mouvement s'accélère. D'abord, on voit que les usages... Comment vous voyez que le mouvement s'accélère? Parce que moi, personnellement... Le Maroc a 1,5 million, je crois, de Marocains qui ont des blockchains en toute illégalité, et c'est l'un des premiers pays d'Afrique et dans la zone MENA. Donc on voit bien que les usages dépassent ou s'accélèrent plus que la vitesse de la réglementation. Absolument. Et la réglementation va nécessairement suivre, on n'y coupera pas. Sinon, qu'est-ce qui peut arriver? Il va arriver qu'il y aura deux systèmes de monnaie. C'est ça le danger. C'est que vous aurez des gens qui feront leurs opérations mondiales avec une monnaie convertible qui est le Bitcoin, par exemple, et des gens qui sont soumis au contrôle d'échange avec une monnaie non convertible. Et au fisc, et qui sont soumis aux impôts. Aujourd'hui, les cryptoactifs, ça vous fait réagir, Badr Belhaj, les cryptoactifs sont en dehors des radars fiscaux, clairement. Et vous aurez une fracture, une perte de souveraineté. Donc on n'a pas le choix. On est obligé d'épouser ces nouvelles technologies et assez rapidement, beaucoup plus vite qu'on ne le fait actuellement. Donc là, déjà, on a déposé un projet de loi avec les règles. Il y a 52 règles, je pense, qui vont préparer cette migration. C'est déjà un pas très bien, mais il faut encore plus accélérer. Et là où il faut accélérer, c'est d'abord annoncer. Il faut dire à quelle date, à quelle échéance, 2030 par exemple, ou autre, nous lancerons notre MNBC marocaine, le e-dirham. Et ça, on ne l'a pas encore fait. En sachant que 3% de la population marocaine échange des crypto-monnaies, pour ne pas dire qu'elle mine justement ces crypto-monnaies. Une réaction... La nature a horreur du vide.
La nature a horreur du vide, absolument. Et ces Marocains qui ont recouru au Bitcoin, c'est parce qu'ils avaient la contrainte de la non-convertibilité du dirham. On dit souvent que c'est aussi pour la fraude fiscale ou le blanchiment d'argent sale, mais je pense que le pourcentage qui est lié à la fraude fiscale ou au blanchiment d'argent sale est faible. Il ne va pas concerner les 1,3 million de Marocains, c'est pas vrai. Non, certainement. Une contrainte beaucoup trop contraignante de la non-convertibilité du dirham qui fait que ces gens-là... Vous avez le phénomène aussi quand je dis cross-border, les envois des MRE vers leurs familles. Oui. Actuellement, malheureusement, et monsieur le ministre des Affaires étrangères l'a souligné dernièrement, c'est qu'il est tenu par un monopole des banques marocaines qui facturent des commissions très élevées. Il n'y a pas vraiment de concurrence sur ces opérations de convertibilité euro-dirham ou dollar-dirham. Il n'y en a pas. Oui. Et en plus, on empêche les acteurs qui permettent cette concurrence d'agir dans le domaine de la devise MAD. Ça veut dire qu'on empêche d'autres acteurs mondiaux qui sont spécialisés là-dedans de le faire. Donc la nature a horreur du vide. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Que les Marocains, ils recourent à la blockchain pour acheter, pour échanger. Ouais. Vous avez parlé de la loi AREL. Je m'arrêtais sur cet article 3 qui stipule que selon les activités, les intermédiaires en actifs numériques ou les émetteurs de jetons de monnaie électronique sont soumis à la supervision de Banque El Maghreb. Badr Bellah, j'ai un commentaire sur cet article 3 et sur cette loi. Alors, juste je rebondis rapidement juste pour clarifier, la monnaie de banque centrale, ce n'est pas une crypto-monnaie dans le sens, c'est-à-dire classique comme un bitcoin, mais c'est une monnaie électronique gérée et générée par la banque centrale. La banque centrale, c'est juste un dirham digital dans votre... C'est différent de la crypto-monnaie qui est décentralisée, parce que ça va à l'opposé même de l'essence de la création du bitcoin. Première crypto-monnaie, c'est la décentralisation de la banque centrale a intérêt de les émettre, mais non pas juste la marocaine, toutes les banques centrales, parce qu'elles peuvent implémenter des politique monétaire à un niveau granulaire. Sur le dirham qui est dans votre poche, je peux mettre des règles, par exemple, je ne sais pas, de péremption ou n'importe quoi, ou même de l'intérêt, etc., directement, sans passer. C'est-à-dire la Banque centrale, avec le temps, n'aura pas que de leviers, c'est-à-dire le levier de l'inflation, de taux d'intérêt, c'est-à-dire pour jouer et réguler l'économie nationale, mais il aura aussi des politiques qui sont directes et granulaires. Ça, c'est très important. Pour ça, toutes les banques internationales cherchent à les avoir. C'est pour tracer aussi chaque e-dirham. Traçabilité quand même, c'est intéressant, mais... Ce qui échappe aujourd'hui au système... Alors là, on aura un problème de la confidentialité, privacy, c'est tout un débat. C'est pour ça que je vous interpelle. Mais bien sûr. C'est un débat aujourd'hui. C'est que chaque dirham que nous dépensons ou que nous gagnons est tracé. Je rappelle juste un projet qui a été lancé par Banque Maghreb, Banque Maghreb en 2019. C'est un projet pilote qui a été médiatisé. Donc le projet, c'était une monnaie similaire à une CBDC pour véhiculer les aides pour les gens qui sont en besoin. Et la monnaie, c'est-à-dire elle est tracée, la banque centrale directement règle, c'est-à-dire la monnaie, si je te donne 100 dirhams pour juste acheter, je ne sais pas, du gasoil ou autre chose, tu ne peux acheter avec cette monnaie que ce que l'État t'a donné. Donc l'idée, c'est que les banques centrales ou les CBDC sont fortement intéressants. Et le projet que je viens de mentionner, les gens peuvent le chercher sur Internet. Il a été présenté lors d'un événement hébergé par Banque Maghreb. Alors je reviens à la réglementation. La réglementation, elle est nécessaire, elle est importante. Je le souligne et j'espère que ce sera une réglementation. Est-ce que c'est une réglementation ou une légalisation de l'usage des crypto-monnaies? C'est les deux à la fois en quelque sorte. Ça dépend si la réglementation est favorable, donc c'est une légalisation indirecte. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. L'idée, c'est que, comme l'a dit mon ami, on n'a pas le choix. Donc, c'est des systèmes décentralisés. Soit tu es avec, soit tu es out. C'est-à-dire, on a interdit l'usage, même si l'interdiction est débattable, on a interdit la crypto-monnaie, on a eu un marché noir énorme. Ce n'est pas que les 3 millions, c'est plus. On est 14e. Apparemment, on dépasse Dubaï. Hein. Ouais, on est premier dans la région MENA. À l'échelle internationale, on est 14e. Tabarakallah. Les Marocains, surtout la jeunesse, ne ratent pas de telles occasions. Est-ce que vous vous rendez compte
du poids dans l'informel, parce qu'aujourd'hui, c'est vous le disiez, c'est dans le black, c'est une économie parallèle, c'est une économie qui ne profite pas à l'économie réelle. Mais qu'on a créée par une mauvaise décision. De l'interdire. Oui, au lieu, on avait le choix de plutôt laisser jouer comme l'a fait la France ou d'autres pays, c'est-à-dire avant la réglementation actuelle qui vient de sortir, ils ont laissé jouer et après ils ont réglementé. Nous, on a choisi d'interdire et de penser à la réglementation après. Pour le texte mentionné, on n'a pas le choix, on ne régule pas les cryptos, il faut le souligner. On ne régule pas Bitcoin, on ne régule pas Ethereum, on régule plutôt les intermédiaires, c'est-à-dire les fournisseurs de services. C'est-à-dire même les réglementations à l'échelle internationale, ils se partagent les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire ce point de réguler les intermédiaires qui permettent, les fournisseurs de services qui permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre les cryptos. En sachant que c'est l'AMMC, l'agence... l'autorité. Voilà, exactement, l'autorité des marchés des capitaux qui va réguler cela et fixer la liste des investisseurs qualifiés. Un commentaire, Mohamed El-Kandri, et sur aussi l'usage des données personnelles par les banques. Moi, j'ai beaucoup de commentaires. Je pense lorsque je dis on n'a pas le choix, c'est pas. Faites donc, je vais vous laisser finir tous vos commentaires, comme ça c'est équitable en termes de temps. C'est un débat qui est vraiment chaleureux, à 39 degrés. Donc, lorsque j'ai dit on n'a pas le choix, c'est pas juste pour le sujet de la crypto-monnaie, on n'a pas le choix par rapport à l'innovation en général. C'est soit on est innovateur, on va être suiveur. Donc ça c'est clair. Donc en termes de, je vais revenir sur le point de monnaie digitale de banque centrale juste pour partager mon expérience à travers la conférence qui a été organisée par la Banque internationale de compensation récemment. Il y a 80% des banques centrales dans le monde qui sont en train d'explorer l'utilisation de monnaie digitale pour la banque centrale. En ce qui concerne le digital euro ou le e-euro, je ne sais pas, donc la monnaie qui va être émise par la Banque centrale européenne, actuellement ils sont en phase d'exploration qui a commencé en octobre 2021, qui va s'achever en octobre 2023. Donc en octobre 2023, il y aura une décision soit de continuer le projet et de passer à la phase d'implémentation ou d'arrêter. Certainement, donc, on va passer à une phase d'implémentation parce que, encore, l'Europe n'a pas le choix, vu ce qui se passe en Chine. Il y a 2 jours, j'étais en train de lire un article qu'il y a une ville qui va commencer à payer ses employés à partir de mai en utilisant le e-yuan. Donc, quand on parle du e-yuan qui pèse 14 milliards de dollars, qu'est-ce que cela signifie réellement ? Quand la Banque centrale dit que, effectivement, la Banque centrale chinoise dit que ce e-yuan représente 14 milliards de dollars. Ok, donc il faut vraiment faire une distinction qui est aussi importante en ce qui concerne la monnaie digitale de banque centrale, c'est qu'il y a 2 types. On parle de wholesale CBDC et on parle de retail CBDC. Okay? Donc le wholesale, c'est vraiment pour les transactions de gros. On peut donner l'exemple de les transactions interbancaires. D'accord, ou les avances à 7 jours, etc., qui sont émis par la Banque centrale envers les banques. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type, c'est le CBDC Retail, qui est la monnaie digitale de banque centrale de détail, qui va être utilisée par les individus. Vous avez mentionné la traçabilité. Donc, cette traçabilité, ça va être à travers des CBDC Retail ou des monnaies digitales de banque centrale de détail. D'accord. Je pense que la plupart des expérimentations qui sont actuellement en phase, c'est pour le CBDC Wholesale, qui sont impliqués dans le système interbancaire. Donc, je ne sais pas au niveau des 14 milliards de dollars, je pense que la quasi-majorité de ces transactions, il va être dans le système interbancaire, mais pas vraiment au niveau des individus. Mais comme j'ai dit, donc, ils sont vraiment en avance par rapport à d'autres pays, même les États-Unis. Donc les États-Unis actuellement, on n'a pas une certaine visibilité sur l'utilisation des monnaies digitales de banque centrale. On parle du système FedNow actuellement, qui disent c'est un premier pas pour passer à une monnaie digitale de banque centrale, mais je pense que au niveau des avancées technologiques, il y a vraiment une compétition. Donc, c'est soit on va rejoindre
cet acheminement d'innovation, on va être délaissé. Ça va être malheureux parce que, comme M. Badr l'avait mentionné, c'est des technologies open source. Donc on a vraiment une chance d'or de mettre le Maroc sur la carte, parce que c'est des technologies qui sont ouvertes et qui a assez de potentiel pour l'innovation. En termes de confidentialité, donc c'est un point qui est aussi très important. Il y a cette inquiétude que, ok, moi je vais utiliser une monnaie qui est digitale, donc soit le gouvernement, soit les banques, soit les parties prenantes, ils vont être capables de me traquer. Appelons ça, si on sort, c'est vrai. Mais la question qui se pose, est-ce que la Banque centrale a intérêt de faire cette traçabilité? Je pense pas que c'est. Est-ce que les banques ont intérêt? Parce que, par exemple, pour, je sais pas, c'est comme cette espèce de, comment on appelle cela, d'assurance crédit, n'est-ce pas, qui va être sur chaque individu et chaque citoyen. Ça demande le consentement de l'utilisateur. On a réellement le choix, parce que si c'est une monnaie, on a besoin bien sûr d'une monnaie pour faire nos transactions. Est-ce qu'on a le choix d'y adhérer ou pas? Mais il y a aussi les technologies qui protègent la confidentialité. Il y a même des technologies qu'on peut inclure. Je pense que c'est un point qui est aussi important, c'est que est-ce que les banques actuellement, ils ont accès à des données extraordinaires? Par exemple, au Canada, on a des applications qui permettent d'utiliser des algorithmes à l'intelligence artificielle pour pouvoir analyser les dépenses de chaque individu. Et je pense qu'il faut vraiment garder une chose en tête, c'est qu'il y a un shift vers les néobanks. Ces néobanks, ce sont des banques qui sont basées sur la technologie. Donc, ils vont utiliser des technologies de big data, d'intelligence artificielle, de systèmes décentralisés, etc. Il y a aussi le volet technologique. Donc, oui, il y a des inquiétudes au niveau de la confidentialité, mais il y a aussi des avancées technologiques dans ce sens. On parle des technologies Zero Knowledge Proof ou de la homomorphic encryption, où on peut confirmer la conformité ou l'exactitude d'une information sans pour autant divulguer cette information. Donc il y a des avancées technologiques et je pense que oui, c'est une inquiétude, mais la technologie, il va être capable de le résoudre avec l'adoption et avec le temps. Qui va définir la valeur de ces valeurs numériques? Est-ce qu'elles seront adossées à la monnaie Vous parlez des banques centrales? Oui, des banques centrales. 1 euro digital, 1 euro classique. C'est la même chose. C'est juste une représentante. J'ajoute juste un point très important. Ce qui a été dit, c'est que les CBDC ou plutôt les MDBC, ça dépend de la langue, ou même les stablecoins, les monnaies qui sont à valeur stable, c'est un enjeu de souveraineté actuellement entre les géants, entre la Chine, l'Europe et les États-Unis. Voilà, c'était ma prochaine question. Merci. Je vous remercie pour la transition. Justement, parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de la Chine. La Chine a aujourd'hui dépassé les États-Unis sur ce point. Peut-être ou pas, on ne sait pas. Mais dans l'avenir, peut-être que les Américains se rattraperont. Mais en tout cas, à ce jour, la Chine a une longueur d'avance. Donc là, c'est vraiment géopolitique, au-delà de monétaire, Badr Belal. La Chine, ils ont un projet Silk Belt. C'est un projet international qui vise bien sûr à avoir des satellites, en quelque sorte des pays satellites pour la Chine. Et bien sûr, on a actuellement le problème du SWIFT à l'échelle internationale. Donc pour permettre à ces pays-là, je vais dire satellites en quelque sorte de la Chine, pour permettre facilement des transactions, on a besoin d'un système de paiement. Et bien sûr, une monnaie de banque centrale, on n'a pas mieux qu'une monnaie de banque centrale pour l'utiliser pour les échanges. Même que si la vie n'est pas en rose, c'est pas simple que le yuan s'impose facilement, s'infiltre, mais c'est une première brique. C'est-à-dire l'armée a fait marche. Donc l'idée c'est que le yuan digital de la Chine, c'est une pièce dans sa stratégie, que ce soit locale, que ce soit internationale. Ce n'est pas juste une technologie pour la technologie, mais c'est vraiment un outil de guerre en quelque sorte. Donc pour eux, avoir le yuan, c'est bien sûr pour en quelque sorte entrer en concurrence directe avec le dollar, avec les systèmes de paiement classiques, mais bien sûr aussi pour un usage interne, domestique. Parce que comme j'ai dit, les CBDC ont énormément d'avantages à l'échelle économique. Ce n'est pas qu'à l'échelle, bien sûr, technologique. J'ajoute un autre point, c'est que à la sortie de la dernière régulation qui a été sortie par l'Europe, l'Union européenne, qui s'appelle MiCA, tous les députés, presque tous, dans leur sortie de presse, ils ont souligné le même point. On a régulé pour ne pas rater le virage blockchain crypto comme on a raté le virage Internet. Donc pour eux, c'est quelque chose de stratégique. Oui. Ce n'est pas juste de la technologie. Actuellement même, la réglementation récente, ils
essaie de promouvoir les monnaies à base d'euros, les stablecoins à base d'euros, contrairement aux stablecoins à base de dollars. C'est-à-dire il met des restrictions. Si vous utilisez des monnaies digitales, parce que les stablecoins, c'est entre la monnaie de banque centrale et entre les cryptos. C'est une monnaie électronique émise par une entreprise ou quelque, sur une blockchain, sur une DLT, mais avec une valeur gardée, stable, garantie. Et donc l'Europe dit, voilà, je régule, non pas pour c'est-à-dire juste non pas juste pour réguler, mais c'est que je veux avoir une position stratégique internationale et je veux que je ne serai pas dominé ni par le dollar, que ce soit le digital qui va bien sûr sortir d'ici quelques années, ou par la CBD ou les stablecoins basés sur le dollar, ni par la solution chinoise. Je veux avoir un positionnement européen. Donc c'est une riposte. Donc ces gens-là, les monnaies, pour eux, bien sûr, la monnaie, en quelque sorte, c'est un emblème de souveraineté. Exact. Et donc, la monnaie digitale, c'est aussi un terrain de guerre où les pays actuellement cherchent à se positionner pour ne pas être dominés demain. Juste, par exemple, si on autorise demain la crypto au Maroc, automatiquement, on autorise le dollar électronique, l'euro électronique et les autres. Parce que c'est des monnaies électroniques. Donc l'idée, c'est il y a cette interopérabilité qui s'impose par elle-même, c'est-à-dire elle est essentielle certes, mais l'interopérabilité entre les banques centrales, elle sera là. Et c'est-à-dire que même j'ai digitalisé tout le pays. Le e-dirham va être accepté en France et peut-être au Minnesota. Non, alors là, l'équation elle est renversée. Voilà. Donc nous, on a les devises actuellement qui sont digitalisées sous différents formats qui vont attirer au Maroc. Mais pour le dirham, ce sera toujours un dirham. C'est-à-dire, bien sûr, ça dépendra de quel dirham on est en train de parler. On peut l'utiliser à l'échelle internationale parce que la technologie ouvre la porte sur le monde. Donc, soit nous, on travaille à l'échelle internationale, soit on garde, c'est-à-dire l'état actuel, non-convertibilité dirham, la protection locale. Mais le fait que demain, d'autres devises seront accessibles directement à la population, ça va poser de la concurrence, je vais dire plutôt de la concurrence directe à des services économiques qui sont vitaux. L'office d'échange en premier, c'est ce qu'a cité tout à l'heure Khalid Ziani. Notre pays, le Maroc, je ne vais pas dire vie, mais plutôt une des grandes sources de la devise, c'est les transferts internationaux. Oui. Bien sûr. Donc si demain on passe vers crypto, ces gens-là vont échanger de la crypto, ils ne vont pas échanger du dollar. Oui. Et donc, il y a un risque plutôt. Alors il faudra constituer peut-être aussi un stock de crypto, comment constituer un stock de devises. C'est pour ça qu'on a une stratégie marocaine, on a besoin d'une stratégie, non pas juste d'une régulation. C'est ce qui est important. Pour finir ce débat. Khalid Ziani, un mot pour clôturer le débat, avant que je vous remercie. Oui, en fait, au-delà de la technologie, ce qu'il faut comprendre, c'est les impacts sur les populations, sur les usages de ces technologies et les impacts également sur la géopolitique mondiale et ce qui se passe actuellement dans le monde. Oui. Dans le monde, il y a une guerre de leadership entre la Chine et les États-Unis et on voit bien d'ailleurs que cette guerre se traduit sur tous les plans, y compris sur le plan monétaire. Donc sur le plan monétaire, on voit bien que se dessine un nouveau monde qui sera forcément basé sur ces CBDC, ces MNBC, et que ce nouveau monde va fonctionner selon des règles qui seront différentes et que la technologie imposera. Merci. La technologie blockchain va imposer ces nouvelles règles. Merci, il faudra vraiment s'aligner à ces avancées technologiques d'ici au Maroc. Nous allons certainement suivre les évolutions et le développement de monnaies numériques de banque centrale dans les semaines à venir. Merci beaucoup Khalid Ziani. Merci. Merci à vous également Mohamed Kandri. Merci à vous pour l'invitation. Co-fondateur de IR4Lab et DG de Smart Transformation. Et mes remerciements vont également à l'expert en blockchain et crypto-monnaie Badr Bellaj. Merci. Nous avons beaucoup appris grâce à vous, messieurs, dans cette émission et d'autres suivront certainement. Merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée.